La mort. Marc, Marc, un cri qui fait mal comme un coup de coutelas. Ce cri me réveille à moitié, je n'ai pas encore ouvert les yeux. Les questions défilent très vite derrière mon front et mes paupières. Qui est Marc? Pourquoi mon corps ne répond-il pas? Pourquoi Marc ne répond-il pas? Réponds, mais réponds. Pourquoi cette femme a-t-elle une voix si aiguë? Je sens sur mes genoux la chaleur alourdie, le poids de mes 2 enfants. Je voudrais bouger les bras, passer les mains sur leur visage, vérifier qu'ils dorment encore. Impossible de faire un geste. Je suis comme paralysée. Non, pas paralysée puisque ma bouche est entrouverte et que j'allaite doucement, mais comme envoûtée. Marc, réponds, réponds. Ce n'est plus un cri d'angoisse, c'est un cri d'effroi. Je n'ai toujours pas ouvert les yeux, j'ignore toujours qui est ce Marc, mais je sais pourquoi il ne répond pas. Il est mort. Est-ce que cela ne me fait rien que quelqu'un soit mort dans ce wagon? Pourquoi ne puis-je toujours pas bouger? Peut-être est-ce moi qui suis morte? Non, je ne m'appelle pas Marc, mon nom est Sidonie, mais je sens la mort à mes côtés. Je la sens en moi, j'ai l'impression d'être seule dans ce wagon, à savoir que ce Marc qui ne répond pas est mort. J'entends, je sens mes voisins qui se lèvent. La femme a repris ses cris. Il ressemble déjà à un constat. Il dormait, il semblait dormir. Je l'ai secoué pour le réveiller et il s'est affalé. Il est tombé sur moi. Quelqu'un dit, un médecin, il faudrait un médecin. Et puis déjà, on ne peut plus le garder ici, on ne peut pas le garder avec nous. Immobile, paralysé, aveugle, j'entends tout. Ce qui se dit, ce qui se murmure, ce qui se passe, il me semble même que j'entends tout ce qui se pense. La mort était avec nous, enfermée dans ce wagon, et attendait notre sommeil pour frapper au hasard, pour prendre Marc, qu'elle ne connaissait pas plus que moi, et pour jeter sa semence de destruction. Je l'avais senti, cette mort. Les autres, presque tous les autres, paraissent effarés. Et ayant à peine entrevu ce mort encore chaud, ils ne pensent qu'à se débarrasser de lui. En réalité, ce n'est pas le mort qu'ils refusent de regarder en face, de garder parmi nous. Ce n'est pas Marc, c'est la mort elle-même. La tension et la panique montent dans ce wagon, et aussi la chaleur, tout le contraire de la mort apparemment. Les enfants ont quitté mes genoux presque en même temps. Doudou, qui me semble n'avoir rien entendu, chuchote à mon oreille. « Maman, j'ai soif, très soif. » J'ouvre enfin les yeux. Je vois des gens passer devant moi. Sur la droite, un attroupement. Entre les dos voûtés, les têtes penchées, je vois nettement le visage de Marc. Il est violacé et un filet de salive coule le long de son menton. Il est jeune, assez beau et il est mort. J'ai déjà vu des morts, peut-être plus que d'autres d'entre nous, mais ce mort-là, je ne l'oublierai jamais. Marc est la première victime de notre guerre aveugle, muette et blanche. La violence n'a parfois ni fusil ni couteau. Elle se glisse en secret parmi les hommes. La violence en ce moment monte dans notre wagon. Une jeune fille s'est mise à chantonner une mélopée sourde, inarticulée, très douce. Ce bourdonnement clair pourrait ressembler au bruissement d'un ruisseau, mais il est le chant de la violence, de la folie aussi. Pourquoi la mort ne vient-elle jamais seule? Je me sens étrange dans ce wagon. Je sens mes 2 enfants comme des prolongements de mon étrangeté. Je n'adhère pas, je ne participe pas à ce qui se passe, mais je sais ce qui va se passer. Je sens les ondes se croiser, s'entrechoquer, se contrarier. Je vois entre le cortège de la mort ces demoiselles d'honneur pénètrent ici par la grande porte, pourtant fermée, les unes après les autres, annoncées par un appariteur que personne ne semble pouvoir ni vouloir entendre. La violence, la folie, la jalousie, l'angoisse, la volonté de puissance, la révolte. Suzanne dort ou paraît dormir. Sa pâleur est effrayante, je n'ose pas l'appeler. Je prends soudain conscience de ce qui me paralyse le corps, de ce qui déculpe mes perceptions.
Une force, une formidable force qui monte en moi et qui me semble-t-il rejaillit sur les jumeaux. D'où me vient cette force? Des images défilent devant mes yeux, des images d'arbres, les arbres de mon île, vigoureux, très hauts, des arbres aux feuilles qui luisent comme les lames sous le soleil écrasant, comme des assiettes sous la pluie lourde. Mahogany, xamanana, arbres à pain, palmiers royaux, bois canon, d'où vient leur force? Salauds, pourris, ordures, une bousculade autour du mort. Que s'est-il passé? Nous en sommes plus aux injures, mais aux coups. Un homme veut arrêter ce début de pugilat. J'entends le bruit mat d'un coup de poing. L'homme s'est effondré sur ceux qui sont encore assis ou couchés. Nous sommes tous essoufflés. Je secoue les enfants. Debout, essayons de changer de place. Dans la bousculade, un coin du wagon s'est dégagé. Un coin éclairé et légèrement ventilé par 2 soupiraux. J'effleure la joue de Suzanne qui ouvre les yeux dans un sourire. Elle suit mon regard, mon geste, elle a compris. Nous bougeons lentement comme dans un rêve. Il semble que personne ne se soit aperçu de notre déplacement. Les enfants ont suivi docilement. Ils sont maintenant de nouveau assis. Suzanne a trouvé une place à quelques mètres de nous. Elle a repris sa position assise, le dos raide contre moi, contre la paroi. Avant de m'asseoir à mon tour, je tire de mon sac une petite tasse de céramique. C'est la tasse de Désiré, une tasse en terre des 3 îlets. J'ôte un lacet de mes chaussures, je le noue autour de l'anse et j'accroche le tout au montant du soupirail. La tasse à l'extérieur vient frapper contre la cloison du bois, pourvu qu'elle ne se casse pas avant que quelques gouttes de pluie la bénissent. Pourvu que personne ne s'aperçoive de mon stratagème. Comment ferais-je si je devais partager entre plusieurs assoiffés 2 hypothétiques gouttes de pluie? Je pense à ma mère et le souvenir de son sourire me fait presque sourire. Elle souriait lorsque nos voisins la complimentaient sur mes qualités de bonne élève. Elle avait ce petit sourire parce qu'elle savait que sa fille avait surtout un redoutable sens pratique et profitait de toutes les occasions pour en faire son miel d'hibiscus. Ici, si j'ai caché ma manœuvre, ce n'est pas parce que j'ai mauvaise conscience. J'ai changé de place et accroché la tasse de Désiré à l'extérieur parce que je crains les réactions d'une foule frappée par une mort qu'elle n'a pas vue venir. Certains se précipitent déjà sur la porte fermée et la martèlent de leurs poings du plat de la main. D'autres hurlent de fureur. « Tenez-vous tranquille, nous manquons d'air, vous bouffez de l'air pour rien. » Et ceux qui crient de fureur contre ceux qui crient de terreur absorbent autant d'air que les autres. J'aperçois soudain en me rasseyant la femme qui ressemble à la mère de Jean. Elle est maintenant en simple combinaison et elle éponge le front de son mari. Où sont passées sa pudeur, sa réserve hautaine? Mais elle se tient toujours droite, raide, les épaules nues, plaquée au bois suintant du wagon. Son mari a les traits du visage plus terrés, plus fins, plus cireux que jamais. Si ce n'était le léger battement des ailes de son nez, ce visage ressemblerait à un masque mortuaire. Non, la mort n'arrive jamais seule. La mort qui a commencé de maquiller les visages à sa manière. Personne ne semble avoir remarqué que j'ai pris avec mes enfants la seule place où souffle un soupçon de vie. L'air tombe un peu des soupiraux et se glisse imperceptiblement par la charnière de la porte à ma gauche. J'ai mis les 2 enfants de ce côté, le plus près possible du filet vital si tenu. De mes mains moites, je caresse leurs cheveux, ils roulent la tête sous cette marque d'affection qui est aussi une précaution. Je ne veux pas qu'une mèche légèrement agitée par le souffle d'air trahisse le petit privilège que j'ai réussi à obtenir pour eux. À côté de moi, il y a un homme âgé aux lunettes cerclées d'or. Celui-ci qui m'a déjà parlé lorsque nous étions rassemblés au manège. Depuis quelques instants, il a ouvert les yeux et me regarde faire. J'ai peur d'être devinée et je suspends mon geste. Vos enfants sont magnifiques. Avec l'aide de Dieu, vous les sauverez.
Sa voix chaude et forte, même dans ce murmure, est celle de l'homme qui, à la fermeture des portes, a essayé d'organiser un semblant d'ordre parmi nous. Maintenant, il semble se désintéresser de ce qui se passe, comme s'il avait démissionné de la fonction qu'il s'était attribuée. Il a refermé les yeux, j'ai envie de lui demander de quel Dieu il parle, à quel Dieu je dois demander de l'aide. Moi-même, je ne sais plus, je ne pense pas à Dieu. Depuis que nous avons quitté le château, je me rends soudain compte, je pense plutôt à Marie, à la Vierge Marie. Mais sera-t-elle assez forte pour rester dans mon cœur maintenant que la mort est entrée ici? Et moi, serais-je assez forte pour l'y aider? La bagarre a repris, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour rien. 2 hommes enlacés roulent par terre. D'autres se précipitent sur eux pour les séparer ou pour se mêler à la rixe. Un coup de poing et un autre, et encore un autre. Un corps tombe à terre et roule vers nous. J'ai tout juste le temps de remonter mes jambes et d'écarter Nicaise et Désiré qui se mettent à pleurer de frayeur. La tête vient lourdement heurter le sol devant nous. Un visage ensanglanté semble exploser de rage ou de douleur. Nicaise a mis ses mains devant ses yeux pour ne pas voir. Je tente de rassurer les enfants. Ce n'est rien. Tout le monde est énervé. Il a dû prendre un coup sur le nez. Il saigne du nez. Il va se relever. Tout le monde a faim et soif, et chaud et sommeil. Ce n'est rien. Ça va se calmer. Hein, Désiré, tu n'as pas peur? Il me fait non de la tête, il saigne souvent du nez, il sait que c'est spectaculaire mais pas dangereux. Je souhaite seulement qu'il ne s'aperçoive pas que le flot de sang du blessé monte aussi de sa bouche tuméfiée. En réalité, la folie a gagné la moitié du wagon. Elle convulse les corps et les esprits qu'elle gagne les uns après les autres. Autour de nous, il y a encore un îlot de calme. J'observe, je regarde le plus lucidement que je peux ce qui se passe. Je sais que la lucidité me sauvera de la contagion. La lucidité, les préoccupations matérielles, prosaïques, mais aussi le détachement. Je m'efforce de penser aux scènes qui se déroulent sous mes yeux comme si elles appartenaient déjà au passé, comme si je les lisais dans un livre, comme si je les retenais pour écrire un livre et comme si je les évoquais pour mieux les analyser. Le calme qui se maintient en moi, je le communique aux enfants par la pensée, autant que par le contact physique étroit que je maintiens avec eux malgré la chaleur. Nous ne pouvons pas parler ou très peu, mais nos peaux se nourrissent les unes des autres, se parlent tout bas. Avec Suzanne, je communique par le regard. Jacques boute les miens sur le sien. Je l'empoigne, je lui donne ma force et je puise la sienne. À intervalles réguliers, je prends le pouls des enfants et le mien, une sorte de sécurité, une habitude, mais aussi un instinct qui me pousse à risquer la pression de la vie. L'homme blessé s'est remis debout. La vue du sang en a glacé quelques-uns. Le silence relatif est revenu. Une voix ferme, douce et forte, la même que tout à l'heure, s'élève à mes côtés. Mon voisin s'est levé. Il parle à nouveau et je me dis qu'il n'avait pas démissionné, mais qu'il attendait simplement le moment d'être efficace. Faut-il encore des morts et des blessés pour que vous compreniez que nous devons nous aider? Je le vois bien maintenant, car il s'est levé. Il ne ressemble pas à sa voix. Il n'est ni grand ni fort, mais un peu insignifiant, fragile. Pourtant, lorsqu'il reprend, tous les regards se tournent vers lui. Je suis médecin, que ceux qui ont besoin de moi me le disent, que ceux qui peuvent m'aider me le disent. Agitez-vous le moins possible et ne vous levez pas. Nicaise a levé ses yeux sur moi et secoue ma main. Maman, maman, toi, tu peux aider le médecin. Je lui fais signe de se taire. Mais maman, toi, tu sais soigner? Je pose la main sur la bouche de ma fille. Suzanne m'envoie une question muette en posant sur moi un regard étonné. Je me tasse sur moi-même. Une de mes voisines a aussitôt tourné la tête et se met à me dévisager.
Personne d'autre n'a entendu. Pourquoi? Pourquoi cette volonté de me cacher monte-t-elle en moi? Suis-je si égoïste, sans cœur? Je ne veux pas que l'on sache. Qui pourrait deviner que cette femme noire est presque médecin? D'ailleurs, je n'ai pas de diplôme à exhiber. Il m'aurait fallu finir mes études pour l'obtenir. Non, je ne veux pas m'occuper des autres. Il n'y a que moi, il n'y a que mes enfants surtout et aussi un peu Suzanne. Mais les autres, non, pas encore, pas tout de suite. J'ai tout juste assez de force pour nous quatre, tout juste assez pour lutter avec la faim, la soif, la chaleur, le manque d'air, mais pas pour lutter contre la folie, contre la mort, pour secourir les autres dans leur détresse. Les plaintes montent dans le wagon, le médecin va de l'un à l'autre et les gémissements se multiplient. Son aide, sa sollicitude viennent trop tôt, malgré son attente. Ils vont tous se faire soigner, se faire plaindre, se croire uniques sans rien rendre en échange. Il va épuiser ses forces, je ne veux pas perdre celles que je sens encore en moi. Déjà, je n'entends plus les plaintes qui s'élèvent de notre grosse chenille grise qui se traîne. J'entends un autre chant, une autre plainte, un écho de ma conscience, une houle douloureuse et sonore qui s'enfle et fait battre mon sang et mon pouls comme un sanglot. Est-ce celle qu'entendait ce qu'on appelait le bois d'ébène dans le fond des cales des vieux voiliers qui les transportaient vers les Amériques?